Pistonner le Mag, le rendez-vous du mercredi. On est bien de retour après avoir manqué le coche la semaine dernière et on va parler d'un sujet dont on veut parler depuis déjà des mois parce qu'on attendait une officialisation, celle de Carlos Sainz chez Williams. On va pouvoir ouvrir le débat Williams dans cette émission avec Brice Germain et avec Hamza Rahmani. Comment ça va les gars? Toujours aussi bien j'imagine. Oui, impeccable. Bien, il n'y a pas de Formule 1 ce week-end. C'est vrai. Pas de Formule 1, mais j'ai déjà hâte de Bakou quand même, moi. C'est vrai. Ce qui prouve que la saison est vraiment bien quand même. Elle est extraordinaire. C'est l'éclate. Cette saison, en effet. Et si vous n'êtes pas allé voir le débrief justement de ce Grand Prix d'Italie, rattrapez-vous juste après cette vidéo. Les gars, on va commencer cette émission justement. On va aborder, je l'ai dit, un débat autour du projet Williams, de la signature de Carlos Sainz, du renouvellement aussi également d'Alex Albon parce qu'il y a des choses à dire. Mais avant ça, point traditionnel sur la F2. Il y avait un meeting du côté de Monza. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce meeting de Monza? Je vous ai mis un petit tableau. La victoire de Bortoleto dans la feature race qui relance le championnat. Il revient à 10 points mine de rien d'Isaac Hadjar, lui qui était parti dernier et qui a triomphé. Isaac Hadjar piégé, la bataille dans le rouge, non, absolument pas. C'était avec Colapinto. Avec Colapinto en plus. C'est le trait de Gillon. Non, ça c'est un ancien habillage fait un petit peu à l'arrache au fin fond de la nuit. Bref, Aaron lui a été sorti par Marty. On rappelle que Victor Martins met les points de la P6. Qu'est-ce que vous retenez de ce week-end? Alors, les gars? Tu l'as pas noté, mais moi j'ai découvert du coup une nouvelle discipline où on mélangeait des F1 et des F2 et franchement c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Bah, je me demande si la X-Racing c'était pas réellement une Sauber. Tu penses? Je sais pas. Ils ont pas gardé que le capot, tu vois. Franchement, waouh. Honnêtement, je comptais en parler un peu sur le ton de l'humour, mais quand j'ai vu que les pilotes aussi s'en plaignaient à la radio, on va balancer les noms. Moi, quand tu regardes la première partie de course de Jürgen. Après, Jürgen, il montre des belles choses, même quand il a pas une voiture cheatée, mais. Oh, non, mais là, c'est abusé. En fait, il avait le DRS, c'était une Formule 1, il avait pas le DRS, il était indoublable. Et il mettait une demi-seconde ou 3 dixièmes au tour aux autres. Pour remettre en perspective par rapport aux gens qui suivent pas forcément l'actualité de la F2, Hamza, là où tu veux appuyer ton opinion, c'est sur cette fameuse affaire des moteurs. Ouais, il y a des disparités. Des rumeurs. On va parler de ça de rumeurs parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de. Effectivement, ça vient un peu de différents univers qui parlent de impossibilité d'avoir les mêmes moteurs et du coup d'avoir les mêmes choses. Donc en fait, tu reçois un moteur. On rappelle que la Formule 2, c'est un moteur pour tout le monde. Et en fait, la qualité du moteur, manifestement, elle est variable selon les écuries, selon les pilotes, et c'est un peu au petit bonheur de la chance. Donc, il y a une Testarossa Z70. On verra. Niveau performance, niveau fiabilité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te poses quand même pas mal de questions sur ce championnat. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de version, avoir tout simplement des constructeurs ou avoir des distributeurs? Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu l'entends depuis des mois et des années même. Là, en l'occurrence, sur ce que tu vois avec Jürgen, honnêtement... Franchement, c'est un peu. Et puis, les pilotes eux-mêmes s'en plaignent, puisque je crois que c'est Pépé Marty à la radio qui disait en fait c'est impossible de le rattraper alors qu'il était derrière le DRS, impossible de l'avoir. Surtout vu ce que les familles engagent comme argent, tu vois, t'as besoin d'avoir une espèce de. Le malaise, il est là en fait. Et c'est un nouveau moteur en plus en 2024. Il y a eu un appel d'offres, je crois, il me semble, qui avait été remporté par Mecachrome. Si je dis une bêtise, vous me corrigez toujours dans les commentaires si on dit des bêtises. Mais c'est pas déjà Mecachrome? C'était déjà Mecachrome, mais je crois qu'il y a eu un nouvel appel d'offres pour changer les spécificités de ce moteur et que Jean Alesi déjà s'en plaignait énormément à l'époque où bon, très objectif encore une fois, mais son fils était là parce qu'il avait une voiture sur deux qui pétait. C'est ancien. Enfin, c'est pas nouveau, ça date pas de 2024. Mais enfin, tu vois, quand tu vois le nombre de problèmes qu'a pu avoir Isaac en début de saison et que dont la moitié sont pas forcément du fait de Campos, tu vois. Bon, effectivement, encore une fois, je veux bien que ce soit le sport mécanique, mais au vu des sommes engagées, ça peut pas être à ce point-là la loterie, quoi. Et les sommes engagées, comme tu disais, par les familles notamment. Donc, oui, parce que tout le monde n'est pas fils de milliardaire sur la grille de F2, quoi. Donc après, pour revenir sur la course, écoute, Bortoleto, comme on a pu le voir, ça c'est pas l'année dernière. Voilà, ça c'est le sport mécanique. T'as une safety car qui arrive au bon moment, il part dernier, il gagne la course, bravo à lui, et puis ça relance le championnat, parce que je crois 10 points, 11 points. 10 points et demi, je crois, parce qu'il a un demi-point. Ah oui, incroyable déjà. La course sprint où il arrive avec au même millième que. Non, mais l'intérêt est présent, et c'est ce que je disais il y a plusieurs semaines, c'est qu'en fait, et notamment aussi en F2, c'est jamais vraiment terminé. Et même si à l'époque on parlait d'une lutte, d'un duel entre Aaron et Isaac, tu te retrouves avec un Aaron malheureusement pour lui qui voit ses chances anéanties là aussi en début de course. Enfin, voilà, c'est
C'est le sport auto, et mais en même tout cas, en rien F3, n'est hein. fait et c'est pas terminé. Même en F3 avec le titre de Fornaroli dans le dernier virage. Ouais, ouais. Bon, Gabriel Emini après a été disqualifié, mais comme quoi ces formules de promotion sont intéressantes, c'est dommage. Enfin, elles sont intéressantes pour le spectacle. Ah, clairement. Et on n'arrive rien à en faire d'assez juste et chronologique pour la carrière d'un pilote. C'est un peu dommage. Je vais pas ouvrir un débat parce qu'on va pas parler de Williams très, très rapidement, mais c'est là aussi où j'insiste, ne pas lire le classement du championnat sur Wikipédia pour dire lui il est bon, lui il est pas bon. Voilà. Et là on en revient à ce qu'on disait sur Berman, à ce qu'on disait sur Antonelli, à ce qu'on disait sur tous les pilotes sur dont le Victor, nom est associé à la F1. Les écuries qui veulent ces pilotes ont beaucoup plus de données que nous. Une simple page Wikipédia, un tableau, là il a gagné, là il a fait 3ème, là il a fait 18ème, là il a abandonné. On n'en sait rien. Voilà. Exactement. Bon, qu'on invoque plus d'arguments pour Mick Schumacher. Voilà. Tu fais bien Tu parlais de moteur cheaté de le rappeler. Je comprends pas de quoi tu parles. Ou de bon matos. Ouais, ça fait écho aussi également à l'émission sur Antonelli qu'on a fait sur René Rosine. Bien samedi dernier. Je vous invite aussi également à aller la revoir. En tout cas, voilà pour Isaac, très mauvaise opération ce week-end. Prochain Puis meeting, il y peut rien quoi. Et il y peut absolument rien. Piégé. Prochain meeting de la F2 dans quelques temps. Bakou. Non, j'ai une bêtise. T'as raison. Bakou et après Abu Dhabi. Qatar et Qatar. Bakou, Qatar, Abu Dhabi. Ouais, Il reste 6 courses, oui bon. Exactement. Il reste 3 rendez-vous et 6 courses pour aller chercher justement ce titre. Les gars, on va ouvrir le grand débat qui concerne Williams, la signature de Carlos Sainz, mon polo, un petit jingle et on y va. Pourquoi Carlos Sainz a signé chez Williams? Ça a été officialisé juste après le dernier Grand Prix avant la trêve, juste après le rendez-vous de Spa, le rendez-vous belge. Carlos Sainz s'est donc engagé pour les prochaines années avec Williams. On regarde avec ce tableau les raisons qui auraient pu motiver justement Carlos Sainz. Un meilleur projet qu'Alpine et Audi, c'est une question que je vous pose, même si on en a déjà parlé pour d'autres cas par le passé, parce qu'on le sait qu'il était la priorité de ces deux autres constructeurs. Le contrat, c'est 2 ans ferme, mais on a entendu, on le verra un petit peu plus tard avec Helmut Marko, qu'il pourrait y avoir des clauses de sortie qui pourraient le ramener vers un top team si jamais il avait une proposition dans les années à venir. Ça peut être aussi également les garanties de James Waltz qui a fait un pressing haletant pour convaincre Carlos Sainz et son entourage. Il a expliqué d'ailleurs les raisons et les motifs qui ont peut-être fait la différence. Les promesses du moteur Mercedes en 2026. N'oubliez jamais qu'en 2014, Williams avait fait un bond en avant et joué nombre de podiums grâce justement à ce moteur Mercedes. La prolongation d'Albon qui a peut-être aussi également fait pencher la balance au niveau de la confiance et peut-être aussi un salaire à la hausse. On rappelle que le salaire de Carlos Sainz chez Ferrari est estimé à 8 millions d'euros. Les gars, comment vous expliquez justement le fait que Sainz ait choisi peut-être, alors c'est pas tant une surprise parce qu'on en parlait depuis plusieurs semaines, mais quand même qu'il fasse ce swipe en tout cas de Ferrari de ce saut en tout cas de Ferrari à Williams? Manifestement, c'est un choix par défaut à partir du moment où les écuries de pointe ne voulaient pas de Carlos Sainz. Donc oui, après, il restait les écuries de seconde partie de tableau aujourd'hui. Oui, je trouve que tu le présentes de façon très avantageuse pour Sainz, mais en attendant, Sainz, il est mis dehors par Ferrari pour l'arrivée d'Hamilton. Sa cote, pour un pilote mis dehors, il a la cote la plus élevée d'un pilote mis dehors parce que c'est quand même rare de faire signer Lewis Hamilton ou Fernando Alonso ou Max Verstappen dans une écurie. Donc à partir de là, ça n'endommage pas forcément énormément la cote du pilote sortant. Néanmoins, Carlos Sainz est en position plutôt délicate au mois de février. Ouais. Et à partir de là, justement, il n'a pas tous les choix qui s'ouvrent à lui. Les choix, quels étaient-ils? Audi, Alpine et Williams. La trajectoire d'Alpine, et c'est ce que regarde le plus Carlos Sainz dans ses choix, la trajectoire d'Alpine est catastrophique. La seule chose qui a pu le faire hésiter, c'est un moteur Mercedes en arrivage pour 2026, grâce à Flavio Briatore. Et plus effectivement le fait qu'il a nourri sa passion de la F1 vis-à-vis de justement Briatore, Renault, Fernando Alonso, et que du coup il l'a dit que c'est quelque chose qu'il a pensé pour écrire une seconde histoire, on va dire. Et à côté, Audi, il voit la déliquescence de Sauber. Audi a recruté un pilote d'expérience tel que Nico Hülkenberg, avec qui Sainz a fait quelques piges dans 2016-2017, si je dis pas de bêtises. Néanmoins, le projet Audi n'apporte aucune garantie, si ce n'est celle de l'argent investi, mais la base est très mauvaise puisque c'est Sauber. Il va falloir se cogner une année chez Sauber déjà. Et Carlos Sainz, il a 30 ans. Il n'a pas 21 ans ou 22 ans. Il a 30 ans. On sait que 30 ans maintenant, c'est un milieu de carrière plus qu'une fin de carrière. N'en déplaise à Nico Rosberg. Mais
Gratos. Penalty bien senti. C'est un projet. Ouais, mais il m'a énervé ce week-end. Déjà, il est arrivé avec un coup de soleil pas possible. Là. Comme d'hab. Mais On dirait moi quand je pars en vacances. Je suis pas sûr qu'il estime avoir ce temps, Carlos Sainz. Oui. Alors que Nico Hülkenberg, lui, c'est pas qu'il a pas le temps, c'est que c'est inouï comme opportunité par rapport, encore une fois, à la trajectoire de carrière. Carlos Sainz sort de Ferrari. Normalement, il devrait avoir un minima le choix dans les petites écuries. Et puis, de l'autre côté, t'as Williams, où t'as quelqu'un comme James Wolfe. Et ça, je pense que la re-signature d'Albon et la présence de Carlos Sainz, c'est intimement dû au fait que ce soit James Wolfe, le patron de l'écurie. C'est très important parce que déjà, il y a un premier acte extrêmement important, c'est la prolongation d'Alex Albon. Qui envoie un signal. Qui déjà est une surprise. Oui. Je m'en souviens, on était ensemble quand on a appris cette nouvelle. Depuis ce moment, j'insiste pour qu'on fasse ce débat autour de Williams, mais Alex Albon, qui a prouvé quand même pas mal de qualité, notamment la saison dernière chez Williams, tu envoies un signal fort à l'ensemble du paddock, alors que potentiellement, un pilote comme Alex Albon peut prétendre à autre chose, même si c'est pas en 2025. Lui, encore une fois, c'est un contrat pluriannuel. Un baquet des 4 meilleures écuries. Et surtout, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est préciser quand même, c'est que il était sous contrat avec Williams pour la saison prochaine, et donc il prolonge au-delà de 2025. Il aurait pu attendre 2025 sur une année de. Et Carlos Sainz signe pour au-delà de 2025. Complètement. Avoir du coup, ça pas des clauses. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. mais encore une fois, une clause de sortie si Red Bull arrive, par exemple. Oui, ça, mais les contrats sont quand même assez rarement cassés en F1. Ça peut arriver. Remarque, Carlos Sainz est un de ceux qui peut les casser. Pour le coup, lui, il aura fait toute la grille à la fin de sa carrière. Il aura le Pokédex entier. Il aura fait la collection. Non, mais c'est vrai, t'as raison de le dire. Attention à ne pas inverser les rôles. Sainz n'était pas voulu chez les top teams parce qu'il n'y avait pas de place. Tout à fait. Et du coup, il y avait de la place, mais on a décidé de mettre d'autres pilotes, notamment un jeune pilote de F2 qui est 118e du championnat. Voilà. 118e. Maintenant, une fois effectivement que tu compares les 3 projets restants. Alors déjà, il y a Julien Febvreau qui, je crois, la semaine dernière disait que Audi lui avait offert un pont d'or, que Williams était incapable de s'aligner financièrement. Je pense qu'Alpine Red aussi, Bull non plus. Je pense qu'Alpine aussi. Donc aujourd'hui, déjà entre l'argent chez Audi ou chez Audi et le projet sportif chez Williams, il est parti quand même sur la garantie sportive. Donc là aussi, ça envoie un signal sur Audi et et sur la perception d'Alpine aussi. Post 2026. Et puis après, effectivement, il y a Alpine. Pardon de penser qu'aujourd'hui, avec toute l'instabilité que l'on a chez Alpine depuis des années, pour moi, le choix me semblait naturel. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de surprise à partir du moment où lui choisit le projet sportif plutôt que l'aspect financier. Exactement. Quelques réactions, les gars, du paddock pour illustrer les raisons peut-être qui ont convaincu Carlos Sainz d'aller chez Williams, et je vous relance juste après. Helmut Marko a dit à Sky Germany, c'était au début du mois d'août, il dit: il est compréhensible que Carlos Sainz ait décidé d'aller chez Williams, car quelles sont les autres alternatives? Donc il est raccord avec vous, Helmut. Il dit: Audi ne sera certainement pas l'une d'entre elles l'année prochaine. Si vous regardez leur forme actuelle en tant que Sauber et avec Alpine, vous ne savez pas s'ils auront le moteur Mercedes en 2025 ou 2026. Je dirais que c'est toujours la meilleure solution pour lui dans cette situation. Bien sûr, c'est tragique qu'il réalise sa meilleure saison chez Ferrari, qu'il ne puisse pas obtenir un cockpit dans une équipe de pointe. Les choses devraient avancer chez Williams, où il disposera d'un moteur puissant et il aurait une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir s'il recevait une offre d'une équipe nettement mieux placée. Damon Hill aussi également dans le podcast F1 Nation, toujours au début du mois d'août, qui dit: il a certainement des clauses de sortie, mais probablement bien négociées des deux côtés. Il est évident qu'ils ont dû faire un gros investissement financier pour le recruter. Ce n'est pas pour le voir partir au bout d'un an. Et puis la réaction bien sûr de James Wolfe qui explique: le message indiquant que son contrat est pour 2025-2026 est au-delà, n'est pas venu de moi mais de Carlos. Il voulait que ce soit absolument clair pour tout le monde, pour le monde entier, qu'il est engagé et que c'est ici qu'il veut être. Il a appris de Toto, James. Il est bon quand même. Après, la dernière déclaration, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'anecdotique. Non, mais parce qu'effectivement, après, on connaît aussi les négociations avec la famille Sainz ou l'entourage Sainz. Ça peut être, moi je les connais pas personnellement, ces négociations, mais de ce que l'on entend, quand même, c'est quand même compliqué. Il y a quand même des bons négociateurs. Prend. Donc, je pense moi, le message qu'il a envoyé ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est qu'aujourd'hui, les écuries de seconde partie de tableau, c'était le plan C, D, E, F. Voilà, c'est clairement priorité au top. Donc si fin 2025, puisqu'il a attendu 6 mois. Si fin 2025, un baquet se libère chez Red Bull ou chez Mercedes, et
je pense quand même logiquement qu'il y a une clause de sortie qui permettrait à Carlos Sainz d'y aller. Ça paraît évident. Une fois qu'on dit ça, le moteur Mercedes, effectivement, aujourd'hui, Williams s'est engagé, donc c'est la seule écurie, en attendant Alpine, mais aujourd'hui, contractuellement, c'est la seule écurie qui bénéficie de ce moteur chez les prétendants de Carlos Sainz. Puis honnêtement, moi je pense qu'on a fait le tour sur Carlos, quoi. Ouais, très Non, clairement. moi je suis pas sûr. Ah ouais Ouais, mais je pense aussi que déjà il a souffert par rapport aux 3 top teams du fait de pas faire partie d'une académie à la base, parce qu'aujourd'hui les 3 top teams ils construisent tout par rapport à leur académie. Behrman pour Ferrari, Mercedes, Antonelli, Red Bull, ils attendent Lawson, Nadjar, quelque chose pour que ça revienne, etc. Voilà. Donc en fait déjà c'est plus dur maintenant d'aller accéder à un top team parce que pour le moment ils préparent leur avenir comme ça. Exemple Verstappen qui a fait jurisprudence sur les top teams. Pour le coup, on ne rate pas une pépite si elle est chez nous. Mais tu vois ce que tu disais la semaine dernière sur Antonelli. Pourquoi Mercedes ne met pas Antonelli chez Williams et offre 1 an à Carlos Sainz? Mais en fait, Rien ne les empêche. Parce que Non, c'est ce qu'a non, fait, non, mais- c'est ce qu'a fait Red Bull avec Perez, ça a détruit Perez. Hein. mais ce qui s'est dit il y a quelques mois, c'est qu'il y aurait eu une discussion entre le clan Sainz et Toto Wolff pour un contrat d'1 année chez Mercedes qui n'intéressait pas apparemment Carlos Sainz, parce qui qu'il voulait fait- un engagement C'est pluriannuel. partie du projet pour le coup. Exactement. Mais C'est du là que coup- ça a chopé entre les deux. Et du parties. coup, moi j'en reviens à 2 choses. Williams a un line-up qui est stratosphérique par rapport à son niveau de course. C'est incroyable. Alex Albon, Carlos Tu Sainz. prends les 10, pour moi c'est c'est sans top doute- 3. Ouais, c'est moi, top moi, 3 pour moi aussi. indiscutablement. Pour moi aussi. Ne serait-ce que top 3 par rapport à la situation de Williams. T'as besoin de mettre des points, d'optimiser, etc. Pas forcément besoin de gros coups d'éclat. T'as besoin de, Tu sais de qu'avec eux, grossir, tu vois, de c'est développer. C'est ce qu'on disait avec Alonso et Ocon chez Tout à fait. Alpine. Tu sais qu'avec eux, le problème ne viendra pas des pilotes. Tout à fait. Ouais. Donc s'ils performent plus que la normale, c'est le pilote. S'ils ne performent pas, les pilotes, Ce sera la ils font voiture. ce qu'ils peuvent. Mais pour autant, est-ce que ce line-up est autant indicateur d'une surperformance, par exemple, de Williams dans 2 ans que ce qu'il veut bien nous dire? Je suis pas sûr. Première chose, la révolution des moteurs sera pas aussi violente que celle de 2014. Tu penses 2014, mais il y avait 4 ans d'avance pour Mercedes dans le Ah. travail et du coup aller chez Williams en 2014 c'était signe que tu allais être 2e ou 3e force avec Force India. Complètement. Mais mini parenthèse, j'ai l'impression que c'est resté dans la tête de tout le monde dans le paddock. Oui, Parce que t'as vu, ils veulent tous un moteur Mercedes et que beaucoup d'insiders, Julien Febro en fait partie, ont laissé fuiter. Alors je sais pas comment on peut estimer ça parce que c'est aujourd'hui les moteurs sont au banc d'essai, ils sont en création, mais tout le monde dans le paddock s'accorde à dire que Mercedes pourrait retrouver un avantage décisif avec le moteur de 2026. aussi violent que 2014 qui pourrait du coup permettre C'est aux ce qu'ils écuries disent. clientes C'est- de se positionner Pour moi, c'est le pari de pour Sainz. presque hein. pour la gagne. Pour moi, c'est une grande partie du pari de Sainz. Oui, mais attends, si c'était le, C'est pari, Bottas si c'était le 2014, pari de quoi. Sainz et que c'était la première raison, ça voudrait dire qu'au moment où Mercedes se positionne en disant non à Sainz, il signe direct chez Williams parce qu'il est assuré d'avoir ce moteur. Ça n'a pas été le cas non plus. Donc je pense pas que ce soit uniquement ça. Je pense effectivement que James Vowles a montré des choses à Alex Albon et à Carlos Sainz en disant ce à quoi tu dois t'intéresser, c'est pas là où nous sommes aujourd'hui, mais là où nous allons avec le plan que j'ai en train de mettre en place. Il a dû proposer le plan, et encore une fois, les salariés sont unanimes sur l'état de Williams depuis que James Vowles a repris les choses. Sous-investissement d'Orlington et sous-investissement aussi des gens qui suivent James Vowles depuis Mercedes, quand même, parce qu'il faut l'indiquer. Complètement. Plus les 5 millions qui viennent de Colapinto, encore une fois, il faut en parler. Plus la redevance aussi, et on précise jamais, de la Formula One pour la restructuration des écuries qui sont justement Oui, à c'est vrai. l'état obsolète. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il faut se renseigner sur qui sont les 2 pilotes de ce line-up. Carlos Sainz et Alex Albon. Ce sont 2 pilotes qui ont connu la position de numéro 2 C'est vrai. dans une écurie top team. majeure et qui aujourd'hui n'en veulent plus de cette position. Parce qu'Albon, ça a failli détruire sa carrière et que Carlos Sainz n'a jamais été favorisé dans ces écuries-là. Il a été swappé, entre guillemets, oublié par le pataquès qu'on a fait chez McLaren de Lando Norris. Il arrive chez Ferrari avec un Charles Leclerc qui a éclipsé Vettel dans la tête de tout le monde à ce moment-là. Et aujourd'hui, quand il y a une négociation entre Red Bull, par exemple, et la famille Sainz, il est absolument hors de question que Sainz vienne au moment où Verstappen est là. Il y avait Mercedes possible. Et Alex Albon ne veut pas revivre le fait d'être sous la coupe d'un numéro 1 qui fait qu'au final, il ne va être que potentiellement déceptif par rapport à un autre si on ne fait pas la voiture pour lui. Donc ces 2 pilotes sont dans la même situation, où ils sont dans une écurie qui va être en croissance, qui est bien gérée, où ils vont pouvoir se montrer, où les attentes ne seront pas forcément braquées sur eux, parce que les attentes vont être braquées sur le devant de la grille, et quand ils feront des performances, ils auront une trajectoire potentiellement à la Hülkenberg pour retrouver un baquet qui n'était pas celui pour lequel ils pouvaient espérer au moment où ils signaient chez Williams. Et pour moi,
cette situation dans laquelle sont ces deux pilotes les a peut-être amenés à signer chez Williams, alors que le projet vaut peut-être moins que ce que leur signature indique. Et puis il y a un point très important qu'évoquait James Vall, c'est que Carlos Sainz est un pilote qui, lorsqu'il rejoint une équipe, Il a fait progresser. il a fait progresser. C'est vrai. Toujours en Ferrari, il y a Ça a 4 été le cas. ans, aujourd'hui il joue le championnat, il y a 4 ans il jouait la 4ème place. Tout à fait. Voilà, avec Renault, lorsqu'il arrive en milieu de saison à 2 tiers de saison, la saison suivante, il y a un bond. Alors je sais pas s'il y a vraiment une influence de sa part ou pas, Ils mais font 4ème au constructeur. ouais, c'est ça. Mais je sais pas si lui. Oui, Et bien puis sûr. McLaren, même si je crois qu'ils gardent la même place au exemple. championnat, Ouais, mais alors, ils se sont un peu rapprochés. T'as cette vieille déclaration de Carlos Sainz au moment où il signe chez Williams en disant j'ai une vision et Williams dans 3, 4, 5 ans ça jouera la tête. Je l'avais dit pour McLaren et regardez où ils sont. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu t'es barré de McLaren alors? Ferrari. Après, Non mais si t'allais gagner avec McLaren tu irais chez McLaren. Hein. James Hall a été transparent sur comment il a réussi à convaincre Carlos Sainz. Il dit je me suis appuyé sur la dynamique. J'ai expliqué à Carlos Sainz quelles ont été les difficultés qu'on a eues avec la voiture en début de saison. Je lui ai expliqué que c'était un problème avant tout de poids. Le poids qui a été réduit avec les updates qui ont été apportés en cours de saison. Lui montrer les perspectives du travail qu'il y a à faire sur la voiture pour l'année prochaine. Et il lui a aussi parlé du recrutement des fameux ingénieurs. Ce qui nous fait la passe tout de suite vers le projet justement Williams. Est-ce qu'on peut assister à un retour vers le futur de Williams? Et pourquoi surtout ce projet pourrait prendre en tout cas un peu plus d'envergure. Il y a déjà la présence de James Hall, vous en avez parlé les gars, est-ce que ça peut pas être le big boss de la Formule 1 de demain? Il y a cette refonte totale de l'organisation, ce qui fait que justement 2024 est un petit peu une année de transition. Le recrutement de 30 ingénieurs, et James Hall se dit plus sans doute à l'avenir, l'un des meilleurs duos de pilotes en 2025, vous avez commencé à en parler, et surtout, on le verra dans une citation un petit peu plus tard, Dorilton est prêt à investir pour l'usine de Grove, et surtout beaucoup d'employés de Williams s'accordent à dire que Dorilton investit beaucoup plus de par la présence de James Hall, ce qui insuffle beaucoup de confiance auprès des équipes mais aussi également auprès de l'investisseur. Et puis n'oublions pas qu'on a appris hier, et c'est tout à fait logique, que Santander, avec le départ de Sainz, Santander va quitter Ferrari. On s'imagine quelle sera bien sûr la banque madrilène sur le capot de la Williams l'année prochaine. Donc c'est vrai que ce line-up aussi pourrait faire venir de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors, de nouveaux investisseurs. C'est le but en tout cas de l'écurie Williams. Est-ce que un retour les gars, alors au premier plan c'est un petit peu particulier parce qu'on va dire aujourd'hui que Williams va jouer le championnat du monde dans 5 ou 10 ans, ça paraît quand même assez précoce, mais est-ce que vous pensez que sous l'impulsion de James Hall, à moyen ou long terme, on peut retrouver une écurie Williams solide? Je sais pas, le plus important c'est ce qui se passe aujourd'hui, en 2024. Et en 2024, ils sont en train de construire des fondations pour s'offrir la possibilité de rêver et de performer. Je répète depuis plusieurs semaines justement la situation de Williams. Je suis retombé sur un entretien de James Valls à, je sais plus, The Athletic ou The Race en début d'année, où en fait il expliquait la situation et des mauvaises surprises lorsqu'il est arrivé du coup chez Williams, la structure, la manière de fonctionner de cette équipe et les failles, des failles structurelles en fait. Il trouve que les installations qu'a Williams aujourd'hui ne sont pas adapté, dimensionné pour la Formule 1 et que la culture du travail qui est en place chez Williams, en fait, aujourd'hui, elle a une vingtaine d'années de retard. 20 ans de retard, il disait. Sur la concurrence. Et en l'occurrence, lui, il sait de quoi il parle. Il vient de Mercedes où les pilotes s'en plaignaient. On écoute plus les ordinateurs que les pilotes. Parce qu'il y a des bons ordis là-bas. Manifestement. Et en fait, il donnait mettre à jour quand même. il donnait des exemples. Tu parles d'ordinateur, il donnait des exemples. Par exemple, il y a un fichier Excel qui était utilisé pour répertorier plus de 20 000 pièces, l'emplacement, la durée de vie de toutes ces pièces. Et il est arrivé, il a pris une gifle en fait. Il comprenait pas. En fait, il disait qu'aujourd'hui en 2024, ce fichier ne sert à rien. Et c'est ce fichier qui est la base, ou qui était la base pour construire une Formule 1, pour construire la Williams. Tu vois, et c'est des éléments où aujourd'hui, enfin, la gestion du temps de construction de la voiture, la liste des composants, etc. Et en fait, ils perdaient un temps fou à chaque fois à cause de cela. Et c'est aussi ce qui explique qu'en début de saison, à partir du moment où ils ont pris le choix de totalement transformer, ils n'avaient pas de pièces suffisantes pour permettre à Logan Sargent de courir en Australie. Et du coup, ils ont dit, ok, cette saison, sportivement, on va la sacrifier. On va mettre ces écuries Williams avec le temps Formule 1 2024 ou 2025 pour l'année prochaine. Et à partir de là, on repartira sur
la manière de concevoir une Formule 1 comme on le connaît, ou comme moi, James Vowles, comme Pat Fry, comme Carlos Sainz le connaîtra. Matterman, L'expérience Ferrari, l'expérience Mercedes. Et effectivement, après, ce que tu évoquais tout à l'heure avec ces trentaines de personnalités qui arrivent à droite et à gauche, là aussi ça aide, mais ça a toujours été, tu le disais encore la semaine dernière, ça a toujours fait partie du microcosme de la Formule 1. Il faut comprendre que Williams revient de très très loin. Ah bah de très loin. Mais peut-être un peu ça aussi la différence, c'est que Williams est tombé lentement mais sûrement d'une place de 3e meilleure écurie au début des années 2000, et championne en années 90, à 4e, puis 5e, puis 6e, un petit rebond masqué grâce au moteur en 2014-2015, et derrière la descente se faire au point de se dire que Williams est une écurie de fond de grille, alors que Williams n'a jamais été une écurie de fond de grille depuis entre 90 et 2010 par exemple. C'est une écurie de milieu de grille, voire de début de grille, Williams, à la base en tout cas des titres de Senna, de Hill, de Villeneuve, etc. Mais du coup, ça, quand tu regardes la manière dont a été géré Williams depuis ces 30 dernières années, qu'est-ce que tu constates ? Que tu as eu Frank Williams, que tu as eu Claire Williams, et qu'après ça, tu as eu Jost Capito, qui était quelqu'un qui n'avait pas d'expérience majeure à la tête d'une écurie en Formule 1. Ce qui veut dire que pendant 30 ans, tu as eu une méthode qui ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Ces 30 années-là ont fonctionné tant bien que mal. Et au moment où tu as quelqu'un d'extérieur qui est là depuis 10 piges, 15 piges, il était avec Braun, James Vowles, tout à fait. 15 piges en Formule 1 et qui arrive là, il fait mais what the fuck. Tu te rappelles de l'avant-saison ? Et c'est ça, c'est l'apport extérieur, le regard extérieur sur le fait de dire mais ça va, en fait, on peut faire des trucs. C'est ce que Diamza il dit, je suis venu parce que c'est une écurie mythique, mais là où je suis content, c'est qu'aujourd'hui cette écurie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était dans le passé. Il a cette phrase dans la fameuse interview que tu citais tout à l'heure, il dit mon directeur financier décrit Williams comme datant de l'infrastructure Williams. Il décrit l'infrastructure Williams comme datant de la dynastie Ming. Tu vois, c'est une blague. Apparemment, c'est une blague de bureau, tu vois, chez Williams. Je sais pas si tu te souviens. Comme les croissants chez 2019, 2018, 2020, je suis nul moi pour retenir les années. Quand Williams arrive en pré-saison, 2019. ils n'ont pas de voiture. Ouais, 2019. Et on les avait notés. F2 sur 20 ? Non, c'était As. Parce qu'il y a eu une progression, ils venaient tellement loin. Mais en fait, tout ce que l'on apprend aujourd'hui prend son sens. Complètement. Et tu comprends qu'en fait, en 2019, ils avaient aussi du retard, ils avaient 10 ou 15 ans de retard. Parce que, et je te jure, tu lis l'entretien, il y a des exemples qui te donnent. Le recyclage de pièces, c'est quelque chose qui marche chez Williams. L'utilisation sur la voiture 2023 de pièces vieilles de plus d'1 an qui ne sont pas utilisées. Ça en dit long sur les moyens même de Williams en Formule 1. Tu es co-responsable. Oui. C'est du RSE. Et pareil, le carbone, c'est pas totalement. Ils utilisaient encore des pièces en métal. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les Formule 1, parce que tu parles du poids tout à l'heure. La preuve, c'est que le châssis était en acier, non ? C'était Alpine, c'est une connerie. C'était Alpine où ils pouvaient pas le mettre en carbone parce qu'elle passait pas le crash test et ils devaient mettre des éléments de métal. Tu vois, quand ils recherchaient des pièces, les échanges étaient des échanges par mail où j'ai besoin de cette pièce, où est cette pièce. En fait, ils perdaient du temps. Je te parlais tout à l'heure du fichier Excel. Je disais, impossible de le lire, impossible de le mettre à jour. Enfin. Maldonado encore les accès, enfin bref. Non mais voilà, le cloud. Non mais c'est ça. C'est un Google Drive. C'est des exemples. Je pense qu'on a du mal à essayer de comprendre. Bien sûr. C'est très opaque. À quoi ça correspond parce qu'on ne sait pas aujourd'hui à quoi ressemble. Même si on a les reportages de Canal avec Ferrari par exemple, très récemment. Ils pas tout quoi. Voilà, mais quand tu regardes le reportage, tu te dis, ok, bon voilà, tu sembles être en 2024 ou même pour toi, c'est futuriste. Ouais, mais Wolf qui a passé 15 ans à l'écurie et qui voit bien ce qui se passe quand il arrive, il se dit, wow. Quand tu vois tous ces exemples cités par James Vowles, toi-même, extérieur au monde de la Formule 1, tu comprends que, ah ouais, non, mais en fait, il y avait un vrai problème de structuration. Mais n'empêche, tu m'étonnes qu'il ait eu confiance en arrivant. Parce que, tu sais, si tu te prends dans un nouveau job et que tu arrives avec l'étiquette de faut sauver ça, et que tu arrives et que dans ta première semaine, tu spots aucun problème, c'est là qu'il faut t'inquiéter. Lui, il est arrivé. Ça, bien sûr. Il voit tout de suite, il se dit bon, à minima, j'ai pas forcément besoin d'être exceptionnel, juste pour modifier des choses qui me paraissent évidentes. Donc en fait, la marge de progression, elle est peut-être pas si importante. Non, elle est pas si importante parce que en modifiant tout ça, logiquement, déjà, tu vas atteindre un niveau que tu n'auras peut-être pas atteint sur les 10 dernières années. Du coup, alors la marge, elle est là. Non mais, je veux dire,
Pardon, alors La marge de progression, travail, tu veux elle est dire, alors. importante, C'est ça. mais la facilité de Oui. progresser, Dans un premier temps, ouais. elle est Comme un mec différente. qui aurait- Impact énorme et fort petit. Exactement. Comme un mec qui aurait exactement. 50 kilos de trop, et c'est les 10 derniers kilos qui sont les plus difficiles, bien sûr, à Tu perdre. vois, pour construire un aileron avant, il dit qu'il faut plus de 400 pièces différentes. Hmm. Tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas. Et en fait, aujourd'hui, la révolution entre guillemets James Valls, c'est justement le changement radical dans la conception aussi de la philosophie, enfin dans la philosophie de la conception. Comment tu construis une voiture. Du coup, on va voir pour 2025. Mais peut-être que dès 2025, on aura une Williams qui deviendra plus performante et qui sera l'écurie de milieu de grille entre le top 4 et As, Alpine, Et Aston. Aston. Oui, c'est vrai qu'Aston, je les oublie Aston. Tu vois. C'est vrai qu'on- Ah bah t'inquiète, on les oublie bien. On les oublie Ils tous. n'existent plus. Regarde ce que dit Dave Robson. Dave Robson, c'est le responsable de la performance chez Williams. Il a donné cette interview à motorsport.com. C'était le 14 août dernier. Il dit « Il y a toutes sortes de choses que James a débloquées. L'une des plus importantes est que pour la première fois depuis longtemps, nous ne sommes pas uniquement concentrés sur aujourd'hui et demain, ce qui nous permet d'avoir une vision à plus long terme. C'est complètement différent de ce qui s'est passé après 2014. On ne vit plus au jour le jour, ce qui change tout. James a vu exactement où se trouvaient les faiblesses. Ce type d'expérience et d'autorité signifie qu'il n'y a pas beaucoup de discussion, que l'investissement doit être fait et que les investisseurs sont prêts à le faire. Maintenant, nous avons un sentiment de confiance clair, alors qu'auparavant, même si l'argent était disponible, on ne comprenait pas pourquoi c'était là-dedans qu'il fallait investir. Cela fait donc une grande La différence. Le gars conclusion, amène- c'est le plus important. Et oui, le Exactement. gars amène une légitimité de chez Mercedes. Il arrive devant les investisseurs et il dit, comparé à une écurie qui a pris 8 titres sur les 10 dernières années, vous n'avez pas ça, ça, ça. Si vous investissez tant pour ça, vous aurez pareil que Mercedes. Si vous investissez tant pour ça, je veux dire, le plan il est clair. À partir du moment où tu es un investisseur, c'est bête et méchant. À partir du moment où tu arrives et tu fais un constat de là où tu en es, de ton plan d'action et de l'impact qu'aura ton plan d'action, l'investisseur il met tout l'argent que tu veux. Bien sûr. En l'occurrence, si eux ils avaient de l'argent mais que derrière ils savaient pas quoi en foutre parce qu'encore une fois ils étaient dans une bulle de leur propre modèle, il fallait un regard extérieur et un regard extérieur éventuellement expérimenter de la gagne. Et puis l'investisseur, il a confiance. Du coup, il est Ah oui. potentiellement disposé à mettre plus d'argent, à attirer aussi d'autres sponsors. D'autres avec sponsors, lui, ça paraît d'autres- certain avec le line-up, hein, déjà. Donc oui, non mais voilà. En vois. fait, c'est un cercle vertueux qui est en Mhm. train de mettre Ah, en puis place les aujourd'hui. relations de James Valls. James Valls, mais bien sûr. Et en fait, les difficultés sportives que l'on a vues en début de saison, ce sera probablement récompensé à l'avenir. Et en fait, ça a aussi été un temps d'adaptation pour tous ces employés. Certains sont peut-être là depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui ont connu une seule philosophie de travail. Et bien pour eux aussi, c'est aussi un changement brusque. Et du coup, il y a un temps d'adaptation nécessaire, peut-être aussi nécessaire que si tu changeais d'écurie. Je vous invite à regarder les derniers discours de Claire Williams à l'époque où ça allait mal chez Oui. Williams et la tête des employés. Je vous invite à regarder les derniers discours de James Valls Ah, mais ça n'a rien à voir. comme quoi on n'est pas forcément toujours contre son patron. Il prend des comment on appelle ça, pas des éloges, des acclamations Oui, ouais, ouais. par ses employés parce que en fait c'est clair, c'est simple et en fait tout le monde ils sont pas dans le brouillard. Je veux dire, les vidéos Williams, tu sens la confiance des employés Ouais, complètement. envers le. Mais est-ce qu'on peut patron mettre, et le projet. est-ce qu'on peut mettre quand même par rapport à tout le projet et le cercle vertueux, c'est le parfait mot Hamza que tu as utilisé concernant bien le nouveau projet Williams, est-ce qu'on peut mettre quand même un bémol un peu important parce qu'on n'est pas des naïfs dans cette émission. Dorilton Capital, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds d'investissement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un cercle vertueux économique autour de la Formule 1 où les propriétaires d'écuries, à la différence d'autres sports, peuvent faire des bénéfices. Toto Wolff est le meilleur exemple, qui possède 33% de Mercedes et qui, depuis que le cap budgétaire a été mis en place et que la Formule 1 connaît un nouvel essor, est devenu milliardaire. Donc un groupe d'investissement, un fonds d'investissement, il est là pour faire de l'argent. Est-ce que Dorilton va mettre suffisamment d'argent pour rattraper les 20 ans de retard qu'a l'usine de Grove? Ça, il y a quand même un point d'interrogation quand même les gars là-dessus. Et la deuxième chose, on parle souvent du cap budgétaire, tu sais, du plafond budgétaire à ne pas dépasser sportivement chaque saison, mais il y a un cap budgétaire aussi au niveau du développement des infrastructures. Et qu'avec le retard qu'a pris Williams depuis 20 ans, si je reprends la déclaration de James Valls, ce gap, il va pas se combler du jour au lendemain. Encore une fois, je pense que Wolff il saura mettre la priorité sur les choses à faire rapidement et que il y aura certainement. Alors tu sais, Mais c'est pas un magicien. Ce que je veux dire, c'est que Williams, top 4 des écuries, on risque. Il va falloir qu'il se passe énormément de choses quand même pour le Il y retrouver. a 18 mois, McLaren, ils étaient en fond de grille. Oui, mais Est-ce que. je pense que tu peux pas comparer Walking et Grove aujourd'hui. tu Non, vois. mais bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais par contre, ils ont mine ils de ont le temps rien, soufflerie. l'écart de performance est tellement faible que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit si difficile si tu travailles bien. Et c'est le plan en tout cas que semblent traduire les différents propos à droite et à gauche.
Mais peut-être que Williams, plus facilement que l'on le pense, avec en plus ce duo de pilotes, redeviendra une écurie qui jouera des top 8 réguliers, des top 6. Et puis après, c'est une histoire de progression. Et McLaren a bien utilisé une soufflerie qui n'était pas la sienne C'est pendant vrai. qu'il était en train de rénover Woking. C'est ça. Pour Toyota. derrière vendre Woking. Mhm. Pour finalement le louer. Donc, des stratégies financières pour contourner les choses, il y en aura. En attendant, encore une fois, je pense que James Wolfe, il sait parfaitement où est la priorité à mettre sur l'argent qu'il peut dépenser chaque année. Et la priorité sur le changement de conception de la philosophie de travail, c'est, je parlais tout à l'heure des pièces recyclables, interdiction pour la saison 2024 d'utiliser des pièces recyclables. D'accord. Donc, voilà, ça le fait standard est en train de changer complet, quoi. Voilà, c'est une nouvelle philosophie de travail et ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être qu'à la fin de la saison, il y aura encore des manques, il y aura encore... Mais je pense sincèrement aujourd'hui que Williams est sur le bon chemin et à terme pourra, avec son duo de pilotes, envisager des résultats et des performances plutôt Et je intéressantes. pense que James Wolfe a amené quelque chose au-delà du défaitisme ambiant qui régnait depuis quelques années chez Williams. Je pense qu'il a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait être patient parce que lui-même l'est et que il y avait des choses qui organiquement allaient faire que ça allait aller mieux dans tous les cas. Ne serait-ce que pour le bien-être des gens qui travaillent avec des process beaucoup plus simplifiés et des méthodes de travail qui sont celles des méthodes des gens qui gagnent. C'est pas un problème d'investissement, c'est juste qu'ils ramènent en fait des choses qui ont marché. Donc à partir de là, s'il y a un cercle vertueux de pilotes qui optimisent la monoplace, d'ingénieurs qui se donnent pour un projet en lequel ils croient, ce qui n'était plus le cas avant. Encore une fois, c'est pas la même C'est chose. très court Les terme. ingénieurs- Je reviens à l'histoire du court terme là, de ce que dit justement Dave Robson. On n'oublie pas que Josh Capito, qui avait des qualités, qui avait bien géré quand même cette C'était écurie. court-termiste. Voilà, mais c'est très court-termiste, c'est-à-dire on prend une voiture qui peut fonctionner, ne serait-ce que sur une saison, on prend une voiture qui peut fonctionner sur 4 tracés sur lesquels on va se concentrer, ce qui était bougrement intelligent, Oui. mais qui forcément dans ça le fonctionnait à l'époque. management, voilà, dans le management de tes équipes, c'est C'est comme les clubs qui essayent de pas se faire reléguer. En fait, ils C'est savent ça. qu'il y a des matchs plus importants que d'autres. Tu vas pas mettre. Enfin, si tu dois jouer contre un club qui est dans la même c'est les points situation que intermédiaires. toi, et que 4 jours avant tu joues le PSG, je suis pas sûr que tu mettes toute ton équipe type contre le PSG justement parce qu'il y a des priorisations à faire. Là, c'était une situation de sauvetage. Maintenant, Wolf dans une situation de construction. C'est pas pareil quand même. Tu parlais des sacrifices des employés. Il disait que les employés, il y en a beaucoup qui ont dormi à l'usine justement en tout début d'année parce qu'en janvier, la voiture était encore un sac de pièces. Donc il y a aussi, tu vois, c'est pour un le bien miracle commun. permanent, déjà. Il est en train de construire un environnement de travail. Les gens, je pense, les employés s'identifient totalement aujourd'hui au projet. Williams, c'était une motivation quand tu sais que tu étais au fond du trou et qu'aujourd'hui tu as un patron qui te dit il y a ça et qui peut t'emmener là. Je pense aussi qu'il y a une motivation supplémentaire Bien sûr. pour faire briller cette écurie. Les sacrifices sont peut-être plus faciles à faire. Donc voilà, le changement aujourd'hui de structuration, il est en cours. On a une écurie qui est sur un plan moyen-long terme. Ils ont réussi à attirer 2 très bons pilotes. Je sais qu'on n'était pas d'accord l'année dernière, mais moi, il y en a un que j'avais mis chapeau 1 et c'était pas l'espagnol. Je l'avais pas mis chapeau l'espagnol. Oui, non, mais moi j'avais mis Albon chapeau Ouais, 1. mais fais gaffe à ce que tu laisses Tu vois. insinuer quand même. Donc voilà, encore une fois, le changement de philosophie, c'est un travail invisible. Nous, on le verra pas. Complètement. On pourra le On ressentir constatera uniquement à trop tard. travers les déclarations et puis un peu plus tard les résultats. Et puis mine de rien, dans le choix des ingénieurs, les noms qui sont sortis, tu parlais de Pat Fry, il y a Hartmann, l'ancien de chez Alpine, son nom m'échappe aussi. L'un des boulets chez Alpine du coup. Oui, l'un Il des fait partie voilà, des boulets l'un à des boulets, liquider parce que Et du coup, justement, depuis ça va beaucoup mais mieux c'est à chez ça que je Alpine. voulais revenir, c'est que mine de rien, il y a soi-disant beaucoup de boulets de chez Alpine qui se retrouvent aujourd'hui chez Williams, des Britanniques qui connaissent parfaitement aussi également l'environnement, l'écosystème F1. Ça peut être quelque chose d'important psychologiquement et même en termes de savoir-faire pour Williams. On aura l'occasion de voir ça, les gars. Ça va être important, ça va être top. On sera là pour vous le raconter, j'espère, la prochaine victoire de Williams. On rappelle qu'il n'a plus gagné depuis Barcelone 2012. 2012. Voilà, j'espère que les pistonnets Mais existeront qu'aurait dû encore. gagner en Autriche 2014 ou 2015, je sais plus. C'est vrai. Non, Silverstone Euh, 2015 et Autriche 2014. Autriche, c'est ouais, ça ils sont en première ligne les deux là, avec la pole de Massa. Bottas Massa. Ouais, Et même exactement. Massa à Bakou en 2017 avant qu'il se C'est fasse récupérer par tout le monde et c'est Stroll finalement qui fait le podium. Exactement. 2017 il est deuxième Massa au restart. Exactement. Voilà, vous remettez la livrée Rothman, un James Wall. Martini c'était bien. Ouais, Martini c'était pas mal aussi, c'est vrai. Martini, c'était bien. Exactement. Pas de pub pour tout ça. Vous consommez pas tout ça, loi F1 oblige. Voilà les amis, en tout cas pour ce départ. F1 TV oblige. Ouais, parce que sinon on pourra plus diffuser après. C'est pas mal ça. J'allais faire une vanne, mais bon. Hors antenne. On va se brouiller avec personne aujourd'hui. On va essayer. Je pense que nos plus fidèles donc on savait exactement savent de quoi on va parler. Tiens, en petite parenthèse, il y avait une excellente vidéo qu'on a fait sur Alpine juste avant les vacances.
Je vous invite à lire et à voir le communiqué de Viry-Châtillon. Très 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 intéressant. Ah oui, on les soutient de toute façon. On les soutient tout à fait. Et il y a des éléments qui sont très intéressants sur les coûts notamment de fonctionnement de Viry, sur le fait de la difficulté de revenir en Formule 1 si jamais Viry est coupé. Ça reprend beaucoup d'arguments qui avaient été défendus dans l'émission qui a été faite avant les vacances. Grosse force aux employés, on espère qu'il y a encore un avenir en Formule 1 pour la France et pour Viry. Tout à fait. Voilà les gars, bonne semaine, à très vite. Bakou, l'Azerbaïdjan, prochain rendez-vous sera dans 15 jours. Et n'oubliez jamais que vous pouvez consommer bien sûr cette émission en podcast. Je le dis parce qu'il y a énormément de gens sur la route les gars. Ça c'est un truc que je découvre semaine après semaine. Beaucoup de gens qui sont sur la route, des commerciaux, des chauffeurs routiers, etc. qui écoutent les pistonnés. Donc voilà. On les salue et soyez prudents. Soyez prudents, mettez le podcast. Voilà, c'est important. Et laissez la voix de Waze quand même au-dessus de la nôtre parce que c'est important quand ils vous disent zone de contrôle sur votre trajet. Et ceux qui sont en région parisienne, n'allez pas sur la voie Paris 2024, ça coûte très cher. Ça rend fou. Ne parlons pas. Franchement, je ferai un coup de gueule dans l'émission à un moment donné sur cette putain de voix. Merci Brice, merci Hamza, c'était un régal de parler F1 comme d'habitude avec vous. On se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.